Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui que l'on qualifia longtemps de barbare le plus célèbre de l'histoire, j'ai nommé Attila. On disait de lui que là où il passait avec ses cruels guerriers, l'herbe ne repoussait jamais. Son nom est devenu synonyme de fléau dévastateur. S'il a inspiré des romans, des opéras, des peintures aux plus grands artistes, il a aussi donné son nom à des marques d'aspirateurs ou de tondeuses à gazon. En Hongrie, où se trouverait de nos jours sa terre d'origine, il reste un héros national très populaire et nombreux sont ceux qui y portent son prénom. En 451, Attila, dont la réputation est déjà faite dans l'Empire romain, fond sur la Gaule. Quel sombre désir anime son esprit de conquête et quel sera le destin de celui que Rome appelle le fléau de Dieu? C'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode en 2 parties. Première partie, le fléau de Dieu. Nous sommes en l'année 451. Les nouvelles rapportées à Paris depuis Metz sont terrifiantes. Tout a commencé par un nuage de poussière jaune qui barrait l'horizon. C'était au lever du jour, à l'heure où on est déjà à travailler au champ. On a d'abord cru à un front de nuages, puis un grondement sourd est apparu, semblant confirmer l'arrivée d'un orage. Les paysans ne se sont pas affolés. Dans cette région, les intempéries sont capricieuses. Il arrive même à la foudre de frapper en plein hiver alors que la neige tombe. En fin de matinée pourtant, tout porte à croire que le ciel est innocent du cataclysme qui s'approche. On entend des sifflements lointains, brefs, qui claquent comme le fouet. Parmi les habitants qui sont à retourner la terre ce jour-là, il se trouve quelques étrangers installés depuis peu. Ce sont eux qui vont donner l'alarme, car ces sifflements joyeux, disparates, insolents, ils les ont reconnus. Ce ne sont pas ceux de quelques rapaces sur ces terres. Ils annoncent une horde barbare qui s'apprête à fondre sur le pays. Sifflements et claquements de la langue sont en effet le moyen d'usage chez les cavaliers huns. Ils n'ont ni étrier ni éperon pour exciter leurs chevaux. Les peuples qui ont eu le malheur de les connaître ne peuvent les entendre sans effroi. À Paris, le récit raconté à la hâte par des survivants terrifiés et sidérants. Les habitants de Metz auraient tous été massacrés. L'ennemi a fait main basse sur les troupeaux, les récoltes de fruits et de grains. Après avoir rasé les vignobles, ces barbares ont mis le feu aux maisons. Les hommes se sont fait tuer en défendant leur famille et leurs terres. Après quoi, les hordes ennemies se sont emparées des enfants et les ont suspendus aux arbres par le nerf de la cuisse, causant une mort dans d'horribles souffrances. Des jeunes filles ont été attachées par les bras au cou des chevaux qui, aiguillonnés à coups de pique, les ont mises en pièces. D'autres ont été étendues sur les chemins, crucifiées avec des pieux pour combler les ornières et faciliter ainsi le passage des chevaux et des chars. Les cadavres mis en pièces ont été abandonnés aux chiens et aux corbeaux. À Metz, les huns égorgèrent jusqu'aux enfants à la mamelle que l'évêque s'était hâté de baptiser. Un seul oratoire resta debout parmi les ruines fumantes de la ville. Auxerre n'était plus qu'un monceau de cendres, car son évêque n'était plus là pour défendre sa ville des fureurs des barbares. La fin du récit achève de semer la panique. Une partie des huns, conduits par leur chef Attila, marche sur Paris. La horde s'est séparée en 3 colonnes après avoir quitté Metz. La première s'est dirigée vers Reims, la deuxième jusqu'au pied des Vosges. Là-bas, des villes sans rempart ni garnison se sont rendues sans combattre. Un homme a voulu s'en prendre à un soldat barbare ivre, déclenchant un massacre général. La ville a été brûlée.
Les 3 colonnes se sont regroupées à la jonction des routes de Toul et de Verdun. En échange de la promesse d'épargner Châlons, Attila a obtenu de la ville toutes les vivres, toutes les munitions et tous les habillements nécessaires à l'entretien de son armée. Reims, quant à elle, s'est rendue à la première sommation. Ses portes se sont ouvertes aux 200 000 cavaliers et fantassins barbares qui y ont fait une entrée triomphale le 15 mai. Attila, il laisse une forte garnison. Le 1er juin, il a passé la Marne, près de la Ferté-sous-Jouarre. Si la horde s'est arrêtée quelques jours après Montereau, c'est parce que la fatigue et l'absence de vivres l'ont empêché d'aller plus loin. Mais il serait naïf d'imaginer que l'ennemi puisse renoncer à prendre Lutèce et passer à côté de ses richesses. Lutèce, voilà l'objectif d'Attila, et à Lutèce, justement, une jeune fille, nommée Geneviève, a été avertie du danger. Elle est chrétienne, on lui prête une réputation de sainteté, alors que les habitants terrorisés ne songent qu'à une chose, fuir. Elle tente de calmer les esprits. L'une après l'autre, les villes se rendent. Durant sa halte de Montereau, Attila a envoyé un détachement à Troyes. À l'exemple de Reims, la ville ouvre ses portes sans résister. 7 religieux se sont présentés à Attila en habits sacerdotaux, brandissant l'Évangile et précédés de la Sainte Croix. Attila les écoute, visiblement subjugué par la solennité de leur délégation. Pourtant, un incident a failli tout gâter. Le cheval d'un de ses officiers, sans doute saisi de terreur devant cet apparat, s'est cabré et a jeté son cavalier à terre. Pour Attila, aucun doute possible. Ces gens-là sont des magiciens. Il fait massacrer la délégation. Si Troyes n'a pas subi le même sort, c'est grâce à l'intervention personnelle de Saint-Loup, évêque de la ville. Sa noblesse d'allure, son calme, sa dignité vont toucher celui que Rome appelle déjà le fléau de Dieu. Attila accède à toutes les demandes du saint homme, lui propose même son amitié et prend le clergé de la ville sous sa protection personnelle. Ainsi, ce monstre sanguinaire serait donc capable de pitié. Il serait accessible aux sentiments humains. Geneviève, à Paris, ne sait d'Attila que ce qu'en dit la rumeur. Seule contre l'avis de tous, elle va décider de résister à la tentation de fuir et convaincre les siens de l'imiter. Elle parla à ses concitoyens désolés, s'efforça de ranimer leur courage, d'exciter leur foi, leur montrant au-dessus de celui que tous appelaient le ravageur des villes ou le marteau de la terre, un Dieu clément et facile à fléchir, et dont Attila n'était que l'instrument. Geneviève réunit les femmes de la ville, organise une communauté de prière, d'éveil, un jeûne. Enfermée dans le baptistère, menacée par les hommes de la ville qui vont tenter un complot contre Geneviève, elles vont nuit et jour supplier Dieu d'arrêter le bras d'Attila. Les jours passent, puis vient la nouvelle, impensable. Attila a levé le camp, Lutèce est épargnée. Qui est donc cet Attila qui faisait trembler le monde à la fin du Ve siècle ? Il arrive à un moment de l'histoire où l'immense empire romain est déjà affaibli. À cette époque, cet empire va des frontières de la Perse à la rive atlantique de l'Espagne et de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Angleterre, enfermant dans cette nasse immense les territoires qui sont aujourd'hui la France, la Belgique, l'Italie, la Grèce et une partie des actuels Balkans. Depuis le IVe siècle et vraisemblablement bien avant, un certain nombre de peuples sont venus infiltrer l'Empire. Ils ont pour nom Burgondes, Suèves, Alamans, Vandales, Francs, Visigoths.
C'est une erreur de perspective que d'affirmer le caractère fulgurant de ces mouvements de population que nous appelons invasion barbare. Ils ont été en fait un processus très lent, souvent insidieux et parfois brutal. La plupart du temps, des groupes de nomades errant sur les terres éloignées de l'Empire venaient s'installer près d'une ville en échange de services divers. Les raids sanguinaires auxquels on associe la venue des barbares sont plus un fantasme qu'une réalité, même s'ils sont apparus réellement. Et leur rareté, jointe au caractère fulgurant et dévastateur de leur mode d'action, ont suffisamment marqué les esprits pour qu'on en ait fait la marque de fabrique des fameuses invasions barbares. L'épisode d'Attila n'échappe pas à cette observation. Si le chef Hun s'est distingué en effet par des procédés d'une effroyable cruauté, il a pu aussi se montrer parfois étonnamment clément. Il était cultivé et même spirituel dans le meilleur sens du terme. Attila est né aux alentours de l'an 395 dans une famille de la noblesse Hun. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse. À la mort de son oncle, frappé, dit-on, par la foudre, il devient roi des Huns, dignité qu'il partage avec son frère. Mu par une ambition sans limite, il ne tarde pas à assassiner ce rival gênant. À l'époque, les Huns, comme les autres peuples nomades, offrent volontiers leurs services aux potentats locaux en échange d'un tribut. Ainsi, Attila se met au service de Rome, puis des ennemis de Rome, changeant de camp selon ses propres intérêts. Petit, trapu, sa tête est, selon la chronique, énorme, ses yeux sont petits, vifs et cruels, son nez aplati sur la face. Il semble avoir très tôt œuvré pour bâtir sa propre légende, en témoigne l'épisode bien connu de l'épée de Mars. Un bouvier s'était aperçu qu'une génisse du troupeau boitait, et il ne trouvait pas la cause d'une telle blessure. Inquiet, il suit les traces de sang et finalement arrive à l'épée que l'animal inattentif avait foulée alors qu'il broutait. Il la déterre et la porte aussitôt à Attila. Ce dernier le remercie du cadeau et, plein de présomption, estime qu'il a été désigné comme prince de l'univers entier et que, à travers cette épée de Mars, c'est le pouvoir de décider l'issue des guerres qui lui a été conféré. Comme pour en confirmer ce qui s'apparente à une élection divine, la nature se met de la partie. En 447, un tremblement de terre va secouer Constantinople, jetant à terre 57 de ses tours fortifiées. Sinistre présage, cette catastrophe est en soi un symbole. Voilà longtemps que l'Empire romain n'est plus ce qu'il était. Comme le dit l'historien Maurice Tourneux, « Tant que les Romains dédaignèrent les richesses, ils furent dignes de les posséder. Mais les vainqueurs de l'univers ne surent pas se vaincre eux-mêmes. La soif de l'or, irritée par l'enivrement d'un luxe insensé, d'une sensualité effrénée, eut bientôt fait disparaître toutes les vertus qui avaient fait la force et la grandeur de la République. La perte des mœurs fut le tombeau de sa puissance. Rome victorieuse compta bientôt parmi ses citoyens moins d'hommes libres que d'esclaves. Les peuples vaincus conservèrent seuls le génie qui enfante la liberté. Tandis que le colosse, haletant de vices et de débauche, s'affaissait sous le poids de sa propre corruption, ses ennemis, plus nombreux, plus habiles, plus implacables, croissaient en énergie et en audace et allaient bientôt lui faire expier par de sanglantes représailles 10 siècles d'injures, de rapines et de cruauté. L'impulsion était donnée, tout déclinait à Rome, tandis que tout prospérait dans les rangs des barbares. Cette réalité n'a pas échappé au regard acéré d'Attila. Il connaît sa force et n'hésite pas à mettre en scène sa propre magnificence pour impressionner des Romains qu'il sait devenus faibles et vulnérables.
Pour connaître la suite de ce récit consacré à Attila, le barbare le plus célèbre de l'histoire, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée. À très bientôt. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Dans ce second épisode, retrouvons Attila, bien décidé à subjuguer l'Empire romain. Seconde partie, noces barbares. L'Empire romain, je l'ai dit, sombrait dans le luxe, l'oisiveté et la débauche. Pour faire face à l'afflux toujours croissant de populations extérieures à l'Empire, l'Église ne proposait que l'esprit de l'Évangile. Rome combattait avec le glaive, les disciples du Christ devaient combattre avec la foi, l'espérance et la charité. De fait, le barbare n'était pas perçu comme un ennemi à vaincre, mais comme une âme à convertir. Comme le dit pertinemment un historien du XIXe, l'Église d'alors préférait une paix sans gloire à une gloire souillée de sang. Ces dispositions angéliques n'étaient pas pour apaiser la convoitise des barbares que les Gaules avaient toujours irrésistiblement attirés. Mais ce n'est pas l'appétit de richesse qui va amener Attila en Gaule. Lui-même, d'ailleurs, n'est pas intéressé par l'or. Il se présente dans les habits les plus simples, mange et boit dans une vaisselle de bois, ce qui ne manque pas de surprendre ses invités. Non, l'appât du gain n'est pas son intérêt premier en franchissant le Rhin. Depuis le commencement des années 450, sa puissance est telle qu'elle fait vaciller l'Empire romain. Lors des entrevues avec l'empereur, Attila se comporte comme un roi avec son sujet. Le jeu des alliances qu'il a forgé ont assis sa position. Plus que jamais, il est l'homme qui, pour la première fois de l'histoire de l'Empire, rivalise avec Rome. Ravenne est alors capitale de l'Empire romain d'Occident. C'est là que va se jouer l'intrigue qui va fournir à Attila le prétexte pour envahir la Gaule. Familier de l'empereur Valentinien III, Attila est aussi proche de sa sœur Honoria, une jeune femme décrite par la chronique comme volcanique. Un amour passionné va naître entre le barbare et la princesse. Si aucun des chroniqueurs de l'époque ne conteste la sincérité des sentiments d'Honoria, il apparaît en revanche clairement qu'Attila a mesuré tout l'intérêt politique d'une alliance avec la sœur de l'empereur. En l'épousant, il peut exiger la moitié de l'Empire en guise de dot. Valentinien, pour neutraliser cette sœur capable de livrer le Saint-Empire à un sauvage, a dû se résoudre à l'enfermer dans un couvent, après avoir congédié Attila. Il en faut plus pour calmer la brûlante Honoria. Depuis son monastère, elle fait envoyer à Attila un anneau, accompagné d'une demande officielle de mariage. Le roi Huns saute sur l'occasion. Il exige de prendre Honoria pour femme et la Gaule pour tribu. Par ce mariage, il peut aussi prétendre accéder à la charge de généralissime des armées de l'Empire, titre détenu jusqu'alors par le Romain Aetius. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Ils se sont côtoyés par le passé, ils ont même été liés par des sentiments d'amitié. Mais il ne peut y avoir de magister militum praesentalis, il ne peut y avoir de généraux généralissimes des armées de l'Empire. Une fois le mariage contracté, Aetius sera évincé automatiquement au profit d'Attila. En 451, Attila est donc prêt à fondre sur la Gaule. Les chroniqueurs de l'époque parlent d'une armée de 500 000 hommes. Dans son Histoire de France, Guizot a bien montré que ces chiffres sont certainement fantaisistes et doivent être divisés par 10 au moins. Mais ils sont révélateurs
de l'impression produite par ces hordes sur les contemporains. Au moment de franchir le Rhin, Attila dispose d'hommes venus de la rive ouest du Danube et de l'actuelle Autriche. Il est aussi suivi d'une troupe importante de soldats venus de Scandinavie, de Skirès, ville d'origine turque, de Francs, de Celtes, de Hérules. Les Hérules sont venus de la mer d'Azov. Le charisme d'Attila ne fait aucun doute. Pour avoir fédéré cette masse importante de peuplades diverses dont les chefs constituaient sous son commandement unique une tourbe de rois, comme le dit un chroniqueur. Mais celui que l'histoire a retenu comme une brute sans esprit va dans un premier temps se révéler un fin stratège, et voilà ce qu'écrit un contemporain. Les Gaules qu'il va conquérir ne sont plus comme au temps de Julien et de Constantin, réunis en un seul faisceau dans la main puissante des Romains. Envahis au nord, à l'est et au midi, le moment approche où cette riche proie sera devenue tout entière le partage des peuples que Rome admet dans son alliance et qui travaillent de concert depuis un siècle à s'enrichir de ses dépouilles. Les Allemands se sont rendus maîtres du cours du Rhin depuis Bâle jusqu'à Mayence, et toute la Germanie supérieure leur appartient. Les Francs, établis depuis 30 ans dans la Germanie inférieure, viennent de pousser leurs avant-postes jusque sur la Somme, réunissant ainsi à cette vaste province la moitié de la seconde Belgique. L'Helvétie, la Grande Sécanoise, partie de la première lyonnaise, sont le partage des Bourguignons. Les Mains occupent le pays des Armoriques et les Visigoths, établis au pied des Pyrénées, règnent paisiblement sur les plus belles et les plus fertiles provinces du Midi. Il est de l'intérêt d'Attila de ménager ces différents peuples publiquement alliés, mais secrètement ennemis des Romains et toujours prêts à prendre leur part de nouveaux démembrements. Ces premiers coups doivent donc frapper sur les provinces restées fidèles à l'Empire. En avril 451, Attila a franchi le Rhin avec son armée. Il lui a fallu 6 jours pour faire passer fantassins et cavaliers sur des barges construites sur place. En quelques jours, Trèves tombe, puis Coblence, puis Bâle, puis Colmar. À Metz, le carnage est abominable. Après quelques jours de repos, la horde reprend sa marche dévastatrice. Rien ne semble pouvoir contrarier le projet d'Attila. Mais c'est sans compter sur Aëtius, le rival de toujours. Depuis Arles, où il est cantonné, il a appris par une délégation burgonde l'invasion d'Attila. Sans tarder, il va s'appliquer à rassembler toutes les forces dont il peut disposer pour arrêter le chef Hun. Dans cette partie nord de la Gaule, qui va de Metz à Orléans, c'est l'épouvante. Les guerriers d'Attila inspirent la terreur, même quand ils ne se livrent à aucune exaction. Leur simple apparence sème l'effroi. Les cheveux noués en natte au-dessus de la tête ou sur le côté, ils passent pour des démons sortis de l'enfer. Ceux des chrétiens qui savent lire ont le sentiment de voir les cavaliers de l'Apocalypse. Les chevaux des Huns, plus petits que ceux des Gaulois, sont nerveux, vifs, rapides. Leurs crinières sont peignées et tressées selon des figures géométriques qui ajoutent à la peur qu'ils inspirent. Les cavaliers montent sur des selles en bois ouvragées, sans éperons. Lors des charges, ils sont effrayants à voir avec cette manière impressionnante de se pencher sur l'encolure du cheval pour faire corps avec l'animal tout en bandant leurs arcs. De telles armes d'ailleurs n'ont jamais été vues nulle part. De bois recouverts de cornes et d'or, ils sont conçus pour décocher des flèches qui portent à 150 mètres. Les traits délivrés à 50 mètres seulement peuvent déjà transpercer les meilleures cuirasses.
Rien ne distingue Attila de ses soldats, sinon son arme, sa selle et les parures de son cheval. Son arc et le pommeau de sa selle sont recouverts d'or. Sa cuirasse posée sur une tenue matelassée et recouverte d'écailles. Ces écailles sont censées symboliser les plumes d'un oiseau mythique, Simurgh, qui est investi de pouvoirs magiques contre l'ennemi. Aussi, lorsqu'il approche d'une ville, il n'est pas très étonnant que les potentats locaux renoncent d'emblée au combat. On peut affronter des hommes. On ne se bat pas avec des démons. Le général Aetius, lui, connaît Attila. Il a appris à l'apprécier, ce qui était la seule manière pour apprendre à le combattre. Aetius, à ce moment-là, est une sorte de souverain de la Gaule. Il en est le généralissime. Il a, par le passé, bénéficié de l'aide des Huns pour écraser les Burgondes. Ces ennemis-là se connaissent bien. Mais le temps a passé. Attila a depuis lors interdit à son peuple de combattre aux côtés des Romains. Lorsqu'il apprend l'incursion d'Attila sur son territoire, Aetius n'a d'autre choix que de rassembler autour de lui ses anciens ennemis. Profitant des dissensions qui sont le lot commun de tous ces peuples, aussi disparates qu'indisciplinés, il a réuni à la hâte Francs, Burgondes, Saxons, Bretons, avec un seul but, arrêter Attila. La rencontre des deux géants a lieu le 25 juin 451 dans l'actuelle Champagne, dans un espace défini par Reims, Châlons-en-Champagne et Troyes. Attila, qui s'est jusqu'à présent couvert de gloire, est un peu inquiet. Il consulte les augures, ses prêtres scrutent longuement entrailles et os d'animaux sacrifiés. Tous sont unanimes. Ils prévoient un grand malheur pour les Huns. Seul motif de réjouissance, le général en chef qui commande à l'ennemi sera tué sur le champ de bataille. Mais pour l'heure, il faut conjurer le mauvais sort, haranguer et galvaniser les troupes. Attila, monté sur son cheval à la robe argentée, caracole devant ses soldats, rassemblés sur cette plaine qui 3 mois auparavant avait touché son cœur par sa beauté. Détaillez donc les nations disparates qui se sont coalisées. C'est bien la preuve qu'ils ont peur s'ils se défendent en s'alliant. Voici qu'avant même que nous déclenchions notre assaut, ils cèdent à leur frayeur, recherchent les hauteurs, s'emparent de buts et, pris d'un remords tardif, réclament que soient élevés des remparts dans les parties de la plaine. De fait, les troupes d'Aetius ont pris position sur les collines avoisinantes. Le signal de l'attaque est donné. Les cavaliers huns lancent leurs chevaux sur les pentes que dominent leurs ennemis. Ces guerriers ont dressé leurs murs de boucliers, redoutablement efficaces pour stopper un assaut. Le combat va durer toute la nuit. Au petit matin, le fleuve qui coupe le champ de bataille est, rapporte-t-on, tellement gorgé de sang qu'il a débordé sur les champs alentours. Les cadavres jonchent la plaine. Le chroniqueur Jordanius avance le chiffre de 165 000 morts pour les deux camps. Le roi Théodoric, allié d'Aetius, a perdu la vie dans le combat, confirmant le présage. Attila s'est retranché avec les siens derrière son camp de chariots. Il redoute une débâcle de son armée. Il fait dresser un bûcher avec les selles de chevaux prises aux carcasses qui pourrissent sous le soleil d'été, résolu à s'y jeter lui-même si les ennemis forcent son camp. Il n'en sera rien. Car contre toute attente, Aetius lève le camp. À la faveur de cet événement imprévu, Attila retrouve immédiatement cette morgue qui était la sienne lors de ses succès militaires. Mais après qu'un long silence a succédé à la disparition des ennemis, il se bâtit un moral de vainqueur, trouve motif à se réjouir et son caractère de roi puissant le conduit à reprendre le fil de son ancienne destinée.
la cavalcade infernale du plus redoutable des barbares durera encore 2 ans. En Gaule, on attribue à Geneviève le miracle qu'a constitué le départ d'Attila, quand tout portait à croire qu'il se rendrait facilement le maître incontesté de cette partie si convoitée de l'Empire. Le terrible chef barbare aura pourtant une fin bien différente de celle qu'il avait espérée. Ayant pris une énième épouse, nommée Ildico, la mort le surprend la nuit de ses noces. Au cours de ses noces, il se laissa aller à une gaieté excessive, et abruti par le vin et le sommeil, il était couché avec la tête renversée en arrière. Son sang, trop abondant, qui, d'habitude, s'écoulait par ses narines, ne put emprunter la voie habituelle et, prenant un chemin fatal, passa par sa gorge, ce qui le tua. Ainsi, à ce roi que les guerres avaient couvert de gloire, l'ivresse réserva un honteux trépas. C'est la fin de ce double épisode consacré au destin d'Attila. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été imaginé avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.